la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve pour une petite vidéo qui va se dérouler en 3 temps, où je vais lire en fait 3 livres de fantasy adulte que je vous avais proposé dans la pile à lire du mois de la fantasy organisé au mois de mai par Piketty de Piketty Bookin ou Steph de Piketty sur Instagram. Je vais donc vous parler dans cette vidéo de Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazelle qui est publié aux éditions Les Trois Nornes et de Du Dieu dans l'ombre de Megan Lindom qui est publié aux éditions ActuSF dans une édition collector. Donc je n'ai la version de Nous regrettons la mort, je ne l'ai que en version numérique, donc la couverture va probablement apparaître ici. J'ai du mal avec, c'est un faux miroir, c'est compliqué. À la place de Gabi. Et j'ai donc lu Nous regrettons la mort, qui est, il me semble, la première publication de la maison d'édition Les Trois Nornes, qui est donc l'éditrice Lorraine Bellès, c'est la personne qui anime la chaîne Les Mots de l'Imaginaire sur YouTube, une chaîne que je suis depuis le confinement à peu près, parce que je consommais pas tant que ça de contenu YouTube de manière générale avant le confinement. Et Les Mots de l'Imaginaire, ça reste ma chaîne YouTube préférée sur le contenu de l'imaginaire, justement. Parce qu'elle s'est spécialisée dans ce contenu-là, même si parfois elle peut proposer d'autres lectures, des essais, de la littérature blanche, du classique. Mais elle est vraiment sur de la fantaisie adulte. De temps en temps, elle peut glisser sur du young adulte, mais elle est vraiment sur de la fantaisie adulte. Et Nous regrettons la mort, donc c'est le premier livre d'Arnaud Cazelle qui a été publié, parce qu'il en a publié un second aux éditions Oneiroy, il me semble. Il a publié Un certain goût de plomb, donc, dont le premier tome, Balle perdue, est aux éditions Oneiroy, je vais vous le mettre par là. Et Nous regrettons la mort, en fait, on est dans un monde d'inspiration celtique, où je dirais même celtique irlandaise, je pense, où on a c'est un monde où il y a des sorcières qui ont une magie en elles, que les femmes qui ont ce type de magie-là, qui sont nommées sorcières, qui vont avoir des pouvoirs complètement différents. Ça peut être quelque chose autour des passages, passer d'un endroit à un autre, autour des miroirs. Je vais pas trop vous révéler en fait tous les types de magie qu'il peut y avoir, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose à découvrir. Donc un monde d'inspiration celtique, médiévale, irlandaise, où nous avons des sorcières, nous avons aussi des druides qui font partie entre guillemets de l'ancien culte sur des îles. L'héroïne Sœur Maagartha est une femme barbare qui vient de ces fameuses îles. C'est pour ça que ça me fait penser à l'Irlande. Et ces barbares, entre guillemets, ont pour culte et pour chef de culte les druides. Les druides qui ont une magie aussi qui est plus liée à la nature. Une magie un petit peu animale, si vous voulez, grosso merdo. Et si vous voulez, dans cet univers-là, il y a très longtemps, la mort a cessé d'être. C'est-à-dire que la mort telle qu'on la connaît, donc un être vivant qui arrête de mourir, que l'on enterre, qui se décompose, etc., ça n'existe plus. Maintenant, quand quelqu'un meurt, c'est que pour les... Il me semble bien que c'est que pour les gens. Ce qui est peut-être censé s'en aller avec la mort, l'esprit, l'âme, quelque chose, reste. Et le corps, en fait, devient avide de chair. On est un peu sur du zombie, un petit peu. Inspiration zombie hollywoodienne, on va dire. Et donc on est un petit peu du côté du body horror, quelque chose comme ça. Il y a tout un truc autour de... Ouais, vraiment de quelque chose qui fait peur, etc. Donc cette mort-là n'existe plus. Les zombies
ces genres de zombies existent. Le moyen de lutter contre ces espèces de zombies, c'est de plonger le mort, donc le mort qui est réanimé, en fait, qui est animé, de le plonger dans de l'eau salée. Donc dans l'océan, par exemple, de le plonger dans l'océan, par exemple, pour que le mort se noie et que l'eau salée capture, entre guillemets, les âmes. Ce qui fait qu'à force de noyer des morts, enfin noyer des morts qui ne sont plus vraiment morts, les océans sont infestés de spectres. Donc les spectres, c'est cette fameuse chose qui est censée s'en aller quand le corps meurt et qu'il demeure immobile. Ce qui fait que la navigation, c'est la grosse mouise. Gabi a besoin d'attention. Et nous avons donc cet ancien culte et les sorcières qui sont dites responsables de ça. Et nous avons donc, qui dit ancien culte, dit nouveau culte. Et le culte du grand œil est une sorte d'inquisition en fait qui essaye de prendre de plus en plus de place, d'avoir de plus en plus d'adeptes, etc., qui combat les druides et qui, enfin, c'est on va dire la nouvelle religion qui envahit entre guillemets, qui conquiert les nouveaux peuples et qui balaye entre guillemets les anciennes religions. On est dans juste une toute petite partie du monde parce qu'on a quelques petites portes d'ouvertes sur des mondes un peu plus lointains, mais on dirait que la mort n'existe plus partout. C'est très emmerdant. Et donc, ce culte du grand œil combat les sorcières. Donc, on est dans quelque chose une retranscription dans un monde fantasy de l'inquisition médiévale. Donc, des sorcières qui sont brûlées. Certaines sorcières étaient très bonnes, d'autres, elles utilisaient quand même bien leur magie pour foutre bien le bordel. Bref. Donc, Sœur Maagartha est une femme, est une jeune inquisitrice très prometteuse qui monte vite fait qui monte assez rapidement les échelons au sein de l'inquisition de ce culte. Elle retourne sur son île barbare où son culte n'est pas vraiment en odeur de sainteté, on va dire. C'est l'ancien culte continu. Ils sont très isolés parce que du coup les mers sont très dangereuses à naviguer. Et elle doit retourner chez elle pour noyer sa mère. Mais peut-être qu'elle a bien autre chose aussi de prévu, notamment de débusquer et de ramener prisonnière la Corneille Blanche, une sorcière, et en fait comme ça de pouvoir continuer à grimper dans l'échelon de son culte. On va faire du câlin. Bah oui, on va faire des câlins. Et donc, je vais raconter à Gabi. Et donc, c'est un roman qui est très court. Là, je vais rester juste très vague. Je vous ai donné quelques éléments. On est sur un monde qui est plutôt complexe. On dirait que Gabi, d'accord. On est sur un monde qui est complexe. On est sur un monde qui est très fouillé, qui est très pensé sur le plan de la magie. Je l'ai trouvé vraiment original sur le plan de la magie. Je l'ai trouvé vraiment bien aussi au niveau des complots politiques parce que est-ce que ce nouveau culte ne veut que se débarrasser des sorcières pour rétablir la vraie mort? Est-ce que ce nouveau culte veut autre chose? Est-ce que l'héroïne, Sœur Mag, la sœur qui doit noyer sa mère et tuer la Corneille Blanche, a autre chose en tête aussi?
Le truc que je trouve très intéressant dans ce bouquin, c'est que, si vous voulez, il y a les objectifs communs, les intérêts communs, et il y a les intérêts personnels également. Et là, si vous voulez, bah souvent, ça vient se fracasser. Le style, je le trouve très riche. Le style, j'ai vraiment aimé ce style, la plume de l'auteur. J'ai aimé les personnages. C'est pas des personnages qui sont faits pour être appréciés ou faits pour être aimés. Parce que... Ah, et aussi, autre originalité, on a quand même une inquisitrice, enfin l'héroïne c'est une inquisitrice, donc on va dire une antagoniste, elle est vraiment pas sympathique, et elle va partir dans sa quête, aidée par quelqu'un de sa famille, qui est un vieil homme d'une 60aine d'années. Et bah, on ne voit pas ça dans tous les bouquins, ça c'est clair, on ne voit pas ça dans tous les livres. Je conseillerais plus cette lecture-là à des gens qui ont une certaine habitude de lire de la fantaisie. Parce que si c'est une première lecture ou si vous êtes habitué à des choses qui sont très simples, qu'on voit beaucoup partout ailleurs, si vous voulez retrouver des choses qui sont familières, ça ne sera pas le cas ici. Je pense pas. C'est un livre que j'ai mis j'ai bien mis 2 semaines à le lire. Pas que c'était dur, hein, si je faisais autre chose en même temps. Des fois ça m'arrive... Pour certaines lectures, je vais les binger, entre guillemets, je vais les lire très rapidement. D'autres, je vais plus les déguster. Et là, c'était le cas pour ça. J'ai vraiment fangirlé sur certaines choses. J'ai envie de vous lire un passage. Ah oui, autre particularité de ce livre-là. Donc c'est un bouquin qui est très court. Il fait 240 pages. Donc c'est... ça ne veut pas dire que c'est... Moi, je suis assez fan des livres qui prennent leur temps et qui vont développer, entre guillemets. Je ne dis pas que c'est pas développé. Je dis que ce livre-là, s'il avait été peut-être un peu plus touffu, il aurait peut-être été un peu plus accessible aussi à, on va dire, du grand public. Je ne dis pas que c'est un défaut. Je dis que j'ai juste l'impression que si ça avait été moins dense, ça aurait été plus facile à comprendre, à appréhender pour tout le monde. Il aurait été plus accessible. Je ne vais pas dire beaucoup plus que ça. Attendez, je vais vous lire un petit bout du coup, quand je vais le retrouver. Encore naïve et curieuse, elle s'en approcha et tira sur l'un des fils qui pendait à sa hauteur. Elle comprit que le cocon cachait un nœud et qu'elle venait de le défaire sans le vouloir. Ébahie, elle observa les cordes étincelantes se disperser, aussi vives que des couleuvres, puis remonter le gouffre en l'entraînant dans leur ascension. Elle ne se douta pas qu'elles allaient recouvrir le monde connu de leurs mailles invisibles pour le commun des mortels. Au cours de cet événement, bon nombre d'autres filles, femmes et anciennes de tous coins, levèrent les yeux au ciel de concert. Dismaya n'était plus la seule à posséder le don de double vue. L'ère des sorcières s'annonçait, et elle fut la première d'entre elles. La particularité de ce livre-là, c'est, si vous voulez, vous allez avoir l'action, enfin l'histoire du bouquin. Cette action-là, elle est coupée parfois par des contes, par des espèces de comptes rendus, des articles de loi de l'Inquisition, des correspondances du Grand Inquisiteur, par exemple, des petites histoires aussi qu'on se raconte autour du feu. Et si vous voulez, ça vient pas forcément interrompre l'action, hein. Ça vient rythmer aussi, je trouve. Et c'est 2 choses qui sont très courtes, qui font souvent elles font moins d'1 page, j'ai l'impression. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Là, par exemple, voilà. Et surtout pas de corneille blanche avec moi, je te prie. Appelle-moi Ligouta, comme tes parents et bien d'autres de ton clan l'ont toujours fait. Il y a une raison à ce que ton ordre nous affuble de surnoms, mes consoeurs et moi. Cela nous déshumanise. Il faut dire que ces patronymes ne sont jamais de bon goût. Avec, nous ne sommes plus des amis, des mères, des sœurs, des tantes, des voisines, des conseillères, des amantes. Nous devenons des proies, celles dont on t'a brossé un triste portrait. C'était un petit peu plus loin. Mon enfant, du roi au peuple, du religieux au païen,
tous peuvent manipuler le passé ou salir la mémoire des défunts pour servir leur propre cause. Les morts et les non-morts n'ont plus le pouvoir d'énoncer la vérité. Ne reste que ceux qui fabriquent l'histoire et la consigne, expliqua Liuta, s'en tenant aux faits. Donc franchement, c'est vraiment un bouquin qui est original. C'est un bouquin où il n'y a pas de romance. Un petit bout d'histoire entre deux personnages, mais c'est tout petit. C'est un monde qui est quand même bien rugueux, entre guillemets, parce qu'on est dans un univers qui est profondément hostile, où la mort est crainte. Le fait d'être une sorcière, ça fait qu'on peut se faire cramer la tronche aussi par l'Inquisition. Ça fait que l'Inquisition prend de plus en plus de pouvoir, donc elle a une plus grande influence sur les gens, mais elle représente également un danger pour ces gens qu'elle est censée sauver, selon ses mots. On est sur plein de niveaux différents de langage, entre guillemets, et d'intérêts et d'objectifs qui viennent un peu s'opposer parfois. On est sur comment on peut transformer en fait un fait pour en faire un fait politique et pour en faire un discours qui sert un intérêt particulier. On est sur comment transformer cette information, comment désigner quelqu'un comme un ennemi et comme responsable de quelque chose de grave. Comment ça interroge beaucoup les notions de religion, les notions d'embrigadement, les notions de prise de distance aussi avec ce qu'on connaît, ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce que cette vérité-là qu'on nous assène, on ne nous la dit pas pour une raison particulière? Vous voyez, il y a plein de nuances comme ça. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça fait réfléchir. Et je trouve que ça fait vachement du bien de lire des livres aussi qui font réfléchir. Donc vous voyez, pour moi, là, on n'est pas vraiment dans du pur divertissement. On est aussi dans un bouquin qui, moi, m'a apporté de la réflexion sur des problématiques actuelles, sur les discours politiques, la notion d'embrigadement, par exemple, la place des femmes. C'est pas trop ce qui est dénoncé ici. On ne dénonce pas les femmes qui sont dans des positions complexes pour elles, qui sont opprimées, qui sont discriminées. Là, on n'est pas là-dessus. Mais, enfin, pas à mon sens, mais c'est vraiment un livre qui m'a apporté une réflexion. Donc moi, j'ai vraiment kiffé. Je pense que le prochain livre que je vais lire, ça va être Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm. On verra ce que ça va donner. Là, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vous souhaite à tout de suite. Je ne vais pas vous souhaiter de bonne soirée parce que je vais monter directement. À tout de suite pour la suite. Salut, rebonjour. Bienvenue dans cette deuxième partie du mois de la fantaisie avec 2 livres de fantaisie adulte. Je viens de lire Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm et comme vous pouvez le constater, j'ai pris un peu de notes, entre guillemets. Pour Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm, Gabi est très présente, on retrouve Evelyn qui a 25 ans, qui est mariée, elle a un enfant. Elle habite en Alaska avec sa famille et dans la famille de son mari, qui vit dans le sud des États-Unis, il me semble, peut-être le Montana. C'est une famille de fermiers et en fait un des membres de cette famille-là s'était blessé, ce qui l'empêchait de travailler. Donc cette famille demande à Tom, le mari d'Evelyn, de revenir pour filer un coup de main le temps que l'autre se retape. Donc on démarre au début avec cette histoire-là, la petite famille qui prend l'avion pour aller en Alaska et compagnie. Et c'est un petit peu la douche froide pour Evelyn. Parce que Evelyn c'est, en fait, on sent que c'est une nana qui n'a jamais répondu aux attentes, aux normes. Elle n'est pas du tout là où on voudrait qu'une femme soit. Il me semble en plus que c'est une histoire qui se déroule dans les années 70. Dans cette histoire, il y a une double temporalité. Il y a l'enfance d'Evelyn qui est plutôt sauvage, dans les
à la lisière de la forêt en Alaska. C'est une famille assez nombreuse, c'est une des plus jeunes en gros, ce qui fait qu'elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Elle va à la chasse avec son père, elle sait servir rapidement d'une arme, elle sait abattre et dépouiller un animal. C'est quelque chose qui est complètement naturel pour elle. Tout comme c'est complètement naturel pour elle d'aller s'échapper avec son chien, se promener dans la forêt, poser des pièges par exemple. Ils font un peu de braconnage, des trucs comme ça. Et donc on a cette temporalité du passé d'Evelyn, le passé un peu d'enfant sauvage. C'est un livre qui est séparé en 3 parties. Dans la première partie, il y a une alternance entre le passé d'Evelyn quand elle est enfant, puis adolescente, puis jeune adulte. Ensuite, on n'est que dans le présent d'Evelyn, où on se rend compte qu'elle ne se fait pas du tout à la vie avec la famille de son mari, qui la traite comme de la merde, grosso modo, hein. Là on peut le dire. On reconnaît vachement des mécanismes de harcèlement dans leur comportement. Je pense qu'on ne parlait pas du tout de harcèlement à l'époque, on est dans les années 70, mais c'est un livre qui a été écrit début 90, 91 il me semble. Et bref, on a une deuxième partie où Evelyn, elle essaye un peu de faire de la résistance, elle essaye un petit peu d'affirmer qui elle est, et en fait, elle est jamais où il faut. Elle les déçoit, ou ils se moquent d'elle, ou ils sont méchants. Tom, son mari, qu'elle chérit, franchement, il retourne entre guillemets sa veste et il passe de plus en plus de temps avec sa famille, etc. Ce qui était supposé être un séjour court pour filer un coup de main à la famille pendant que un cousin ou un oncle se retapait parce qu'il s'était pété la clavicule, ça dure, et ce qui devait durer quelques semaines, ça se profile ça risque de devenir 6 mois, et Evelyn, en fait, là-dedans, elle dépérit complètement, parce que elle a besoin d'être chez elle, tout simplement, et que surtout on prend des décisions sans l'en informer, sans même demander son avis. Donc c'est un petit peu limite. Il y a un moment qui est vachement intéressant. Je vais vous lire des petits bouts comme ça. Donc là, elle parle de son mari Tom. Et pour moi, il est tout. Mari, amant, meilleur ami. Il y a peu de gens dans ma vie, mais je ne me suis jamais sentie seule depuis que Tom y est entré. Il y remplit toutes les niches. En le regardant, une vague de tendresse me submerge. Après tout ce qu'il a fait pour moi, c'est le moins que je puisse faire pour lui. Habiter auprès de sa famille pendant 1 mois, m'en faire aimer, être gentil avec eux. Ce ne sera pas difficile. Faire en sorte que Tom soit fier de moi. En un sens, c'est quelque chose que je leur dois. Et quand ça deviendra dur, je n'aurai qu'à me rappeler que c'est la famille de Tom, et que sans eux, il n'existerait pas. Si vous voulez, on est vraiment déjà dans une narration en jeu. Tout du long, on a accès aux émotions, aux pensées, aux incompréhensions d'Evelyn. Et bon, franchement, elle m'a vachement touchée. Pourtant, elle est jeune, hein, elle a 25 ans, mais c'est déjà une maman, elle travaille et compagnie. C'est un déchirement pour elle de se retrouver loin de chez elle. Ça va un petit peu au-delà du fait de perturber ses petites habitudes. Il y a un moment aussi dans l'adolescence d'Evelyn où, évidemment, les règles arrivent. Et déjà, je trouve ça très intéressant parce qu'on en parle très peu, de manière générale, des règles. Là, ça arrive chez une gamine qui ne sait absolument pas ce que c'est, donc qui se retrouve à saigner et se demande juste si elle ne va pas crever. Et donc sa mère lui explique, etc. Et en fait, c'est comme si elle sentait que son corps la trahissait et que elle quittait l'enfance qui est libre. Elle sent que ça va changer des choses dans son rapport avec son père, par exemple. Surtout de son père à elle. Elle sent que ça va changer des choses aussi sur ce qu'on va attendre d'elle, ce qu'on va lui demander. Et elle se sent vraiment trahie par son corps. Elle le dit. Je suis une femme finalement. Je le ressens comme une défaite majeure. Jusqu'à maintenant, j'étais un être humain. J'étais libre d'aller et venir comme bon me semblait, sans que ma mère y trouve à redire.
Tout ça va changer, je le sais. Dès qu'il lui viendra à l'idée que maintenant je suis non seulement capable d'avoir des relations sexuelles, mais d'être enceinte. Mes allées et venues vont être limitées. On me posera des questions pour savoir d'où je viens. Quand je rentrerai de la forêt à 10 h du soir en été, les cheveux emmêlés de brins d'herbe et de mousse, les genoux de mon jean humide et sale. Jusqu'à maintenant, j'étais libre de rêver ce que je voulais. Mais à présent, ils vont attendre de ma part des rêves féminins, des rêves de rendez-vous, de robes et de mari, de parfums, de bijoux et de hauts talons. L'essence de la vie remplacée par des colifichets. Plus de chasse, plus de capture, ni de longues courses dans l'étreinte de l'hiver. Plus rien n'aura de sens, sauf de trouver un mari. Ils vont vouloir me changer. Et en fait, il y a aussi le faune. Je vais essayer d'en dire un tout petit peu sans en dire beaucoup. Mais Evelyne l'appelle Pan. Elle parle, dans le résumé, on parle d'un faune, mais sinon elle en parle aussi comme du faune, du satyre. On va voir ce qu'il en est. Mais si vous voulez, depuis qu'elle commençait un petit peu à crapahuter dans la forêt toute seule, elle percevait sa présence, et c'est une présence, et Evelyne est une présence que le faune recherche aussi. Et ils grandissent, entre guillemets, ensemble, parce que quand Evelyne est petite, le faune est un enfant aussi. Et je trouve ça vachement intéressant. Je sais qu'il est là, avant d'en être consciente. Le changement dans l'air, aussi subtil et lent que les nuages passant devant le soleil. Son odeur voyage dans le vent léger, graduellement, d'abord comme une vague possibilité, puis plus forte, plus chaude, jusqu'à donner enfin la certitude qu'elle arrive. Je reste allongée, immobile, les yeux clos, les yeux mi-clos, feignant l'indifférence. C'est un jeu auquel nous jouons parfois, à nous surprendre l'un l'autre. Je suis meilleure que lui, et j'ai réussi une fois à le faire sursauter si fort en éclatant de rire qu'il a bondi et glissé dans la fondrière. Je sais que ça le vexe, que je sois plus furtive que lui, mais je ne laisse pas apparaître sur mes lèvres le moindre signe de mon sourire intérieur. Laissons-lui croire que je ne me doute de rien jusqu'au moment où il va bondir sur moi, sans réussir à me faire broncher. Ça le rendra fou. Le faune et Evelyne grandissant ensemble, bouillonnant d'hormones, parce que oui, on est aussi là-dedans, donc je vous dis un trigger warning, ça peut vous gêner, mais Evelyne va avoir des relations sexuelles avec le faune. Répétez, c'est un faune. Les faunes dans la mythologie grecque sont quand même connus pour être plutôt lubriques et cavaler constamment après les dryades. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je trouve les scènes par contre, bon, elles sont répétitives. J'ai pas trouvé que c'était trop répétitif. J'ai trouvé qu'elles étaient bien écrites, contrairement à beaucoup d'autres livres. Et c'est le moment où ça commence que je vais vous lire. Donc je vais évidemment pas vous lire de smut, mais c'est franchement accessible à des lecteurs de lycée, je pense. Même si Evelyne n'est pas forcément l'héroïne qu'on attend de lire en 2024. Mais c'est un bouquin c'est une première publication de 91, en version originale, il me semble. Bonjour, répond-il, la profondeur de sa voix compense la mienne, lui apporte l'harmonie, me donne le sentiment d'appartenir à ces lieux. Soudain, j'ai envie de m'ouvrir comme une gousse mûre et d'éparpiller mes pensées devant lui, de lui dire tous mes chagrins et mes angoisses, toutes les colères à double tranchant qui me blessent plus cruellement que n'importe qui. Je le regarde, ma gorge se serre et mes yeux s'emplissent soudain de larmes qui font vaciller son image. Je tente de parler, mais seules mes larmes coulent, ruissellent sur mon visage et je perds le souffle, je ne peux plus respirer. Je pleure comme le font les tout jeunes enfants qui ont très mal et très peur, sans bruit, le visage si tordu de douleur que seules les larmes peuvent s'échapper de leurs yeux. Assis près de moi, il me laisse pleurer. Il ne dit pas « Allons, allons, ne pleure plus », ni « Vas-y, pleure un bon coup, ça te soulagera ». Non, il me laisse pleurer, me regardant sangloter sans gêne, et quand j'ai la gorge douloureuse et mal à la tête, il va au ruisseau se mouiller les mains pour les passer sur mon visage brûlant. C'est vraiment une relation qui se noue entre Evelyne et le faune. Donc le faune, ça peut être une présence que d'autres personnes peuvent percevoir un petit peu si vous sentiez un peu que vous étiez observé ou que
Si vous sentez qu'il y a un prédateur qui passe dans votre jardin, typiquement, vous sentez qu'il y a un truc, mais vous ne savez pas ce que c'est, si vous voulez. Il y a une citation qui est juste merveilleuse. Je dis juste ça. Je n'aurais pas cru que la dévotion te donnerait envie de fuir. Et alors, une idée qui traverse Evelyne constamment, du début à la fin de son histoire, c'est ça. En fait, Evelyne pense qu'elle aurait dû forcer la famille de Tom à l'aimer. Donc se transformer elle-même pour ressembler plus à ce qu'elles attendaient d'elle, pour s'en faire aimer. Elle précise, je ne l'ai pas fait parce que je ne le voulais pas, parce qu'être moi-même était encore plus important que d'être aimée. Et c'est là-dessus que Tom et moi avons toujours été différents. Être aimé a toujours été plus important pour lui qu'être Tom. À l'école, dans notre chalet en Alaska, chez lui, il a toujours été ce qu'il fallait qu'il soit afin d'être aimé. Avant, j'admirais sa capacité extraordinaire à être ce que tout le monde voulait qu'il fût. Maintenant, ça me paraît un talent de chien savant. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 3 parties. Première partie, on a vraiment l'alternance entre cette gamine l'alternance de temporalité entre la gamine un petit peu sauvage et la jeune femme adulte, amoureuse, maman, heureuse, qui est contrainte en fait d'aller vivre très loin de chez elle et qui se rend compte qu'en fait correspondre à ce qu'on attend d'elle, à ce qu'attend d'elle la famille de Tom, va lui demander trop. C'est même pas une histoire de pas envie de faire d'efforts ou quoi que ce soit. C'est juste que ça va vraiment lui demander trop. Que ils vont la dépouiller. La famille de Tom, c'est des connards, mais vraiment. Et Tom va éventuellement aussi se transformer en connard. Mais c'est... en fait, elle ne peut pas... La moindre des choses qu'elle fait est critiquée, est moquée, ridiculisée. Ce qui fait qu'elle ne dit plus rien. Ce qui fait qu'elle ne fait plus rien non plus. Si elle fait quelque chose, c'est mal fait, donc on refait derrière. Typiquement, sa belle-mère va lui relaver ses lessives parce qu'elle ne sait pas quel détergent utiliser, vous comprenez, parce que les taches de cambouis, elles s'en vont pas. Donc c'est ce niveau de crasserie, entre guillemets, qu'on lui fait subir. Parce que le bleu de travail de son homme, il est passé à la machine à laver. Donc techniquement, il est propre, même s'il est taché et c'est un bleu de travail. Hein? Moi, j'aurais tendance à dire, c'est bon, c'est passé à 30, hop, c'est fait. Et tout est absolument tout ce qu'elle fait, que ce soit en termes de ménage, en termes d'occupation, c'est complètement con qu'elle veuille trouver un boulot, elle se comporte mal avec son mari, tout est passé sous le crible de leur jugement. Et c'est vraiment des sales connards, honnêtement. Il y a un truc aussi qui va se produire, c'est à la fin de la première partie. Si vous voulez, Evelyne, quand elle a rencontré le faune, c'était en Alaska. Et je crois que quand elle est dans la famille de Tom, ça doit être dans le Montana, quand je vous ai dit. C'est quand même bien plus bas. Et le faune, en fait, il va la suivre. Il s'est passé un truc qui a fait que il me semble qu'elle l'avait envoyé bouler en Alaska. Et lui, il l'attend. Il sait que ça peut redémarrer. Il l'attend. Le faune va la retrouver. Donc du côté de la famille de Tom. C'est pas sa famille. Hein. Comment dire. Et Evelyne, c'est quelqu'un qui, en dehors de Tom et de son fils Teddy, elle n'a personne. Elle avait un boulot qui est mentionné. Elle avait une collègue de travail ou sa patronne peut-être avec qui elle s'entendait bien. Mais le monde d'Evelyne est très restreint, même s'il y a la forêt. Il y a le faune de temps en temps, en souvenir ou quelque chose. Mais quand elle renoue avec le faune, c'est à la fois quand elle s'éloigne de son mari,
quand son mari finit par tellement ressembler à sa famille que Evelyne se dit non mais c'est pas possible. Evelyne elle fait énormément d'efforts. On le voit, on a accès à ses pensées, à ses émotions. Evelyne a fait vraiment beaucoup d'efforts pour se faire aimer. C'est jamais assez. Elle va faire quoi de plus? Elle va faire quoi de plus? Et c'est là, je vous dis, on retrouve vraiment des mécanismes de harcèlement dans la mesure où même la moindre de ses paroles est tournée en ridicule, quoi. C'est vraiment des gros cons. Et Tom finit par un petit peu être dans cet état d'esprit aussi à l'égard de sa femme, même s'ils sont très amoureux. Et ce qui fait que Evelyne, à un moment, a besoin de prendre l'air aussi. Donc, elle va aller se promener en forêt et reprendre des contacts avec le faune. C'est pas Evelyne qui le cherche, c'est le faune qui la trouve. Et c'est comme ça qu'ils vont reprendre contact. Sauf que plus elle s'éloigne, plus on lui reproche. Parce que être avec eux, ça lui est reproché parce qu'elle sert à rien et ce qu'elle fait c'est mal. Mais ne pas être là, ça lui est reproché aussi parce que elle devrait être là, il faut qu'elle s'occupe des gosses, de faire à bouffer et de serrer les parquets. Et à un moment, elle essaye un peu de reprendre, parce qu'elle a même le sentiment que son fils lui échappe, et elle essaye à un moment de vraiment se raffermir sa position, ce qu'elle pense, etc. Dire non mais arrêtez quoi, c'est comme ça que mon gamin, j'ai envie de l'élever, c'est comme ça, un point c'est tout. Donc elle pose un peu un ultimatum, qui fait un ultimatum à Tom, qui fait que Pépère il réagit parce qu'il commence à avoir la trouille et parce qu'il n'a pas envie de la perdre non plus, mais quelque part derrière elle se dégonfle. Tout le bénéfice en fait où on commençait enfin à la prendre au sérieux, pouf, ça part en fumée. Ce qui fait qu'elle prend de plus en plus la tangente et que quelque chose lui échappe. Alors je vais pas rentrer dans les détails du tout parce que c'est spoilant et j'ai pas envie de vous le spoiler du tout. Mais quelque part la famille de Tom et Tom vont lui cacher une information qu'elle devrait être une des premières à apprendre et qui est ultra importante pour elle et elle ne le saura jamais. Elle va apprendre quelque chose, mais les circonstances de cette chose-là, elle ne va jamais les apprendre. Et ça va la bouffer, et ça va surtout lui faire dire que c'est bon, rien à foutre, je me casse. Ce qui fait qu'on entame une troisième partie, où elle se casse. Elle se casse. Et c'est le faune qui la retrouve parce qu'elle part les mains dans les poches, sac au dos. Hein. Elle part comme ça en se disant je vais retourner en Alaska à pied. Donc il y a toute une réflexion quand même tout au long du bouquin sur un peu qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas. On peut se poser la question au début, quand il y a les histoires avec l'enfant, le faune et compagnie, enfin avec elle enfant, est-ce qu'on est peut-être éventuellement dans un ami imaginaire, un truc comme ça? Mais non, le faune il existe, Pan existe, Pan il est plus que charnel, tout en pouvant n'être qu'une ombre, qu'une odeur, qu'une brise. Et il va se nouer une relation très particulière entre Pan et Evelyne, qui va durer, qui va lui faire du bien. Et on est... Pan, c'est vraiment... On n'est pas sur une espèce humaine. Il ne pense pas comme un humain, ce n'est pas un homme. Mais il y a plein de choses qu'il comprend. Il va comprendre il a d'autres façons de communiquer. Il a d'autres façons d'être empathique. Puis ce livre est une ode à la nature. J'ai trouvé ça bouleversant, moi. La manière dont la nature est décrite, le rapport d'Evelyne ou de Pan à la nature, etc. J'ai vraiment surkiffé.
il y a tout un chemin de rédemption aussi de comment on va mieux. Je pense pas que ce livre-là soit un coup de cœur. Ça a pu l'être, je pense, en deuxième partie. Après, je dirais peut-être que j'étais plus sur... c'est pas que j'ai été déçue. C'est pas que je n'étais pas convaincue par les choix de l'autrice. Je parle en termes de scénario notamment, ou de construction de personnages, de décision. Pas du tout. C'est pas que j'ai eu une perte d'adhésion entre guillemets au truc. Mais je pense que c'est un livre qui m'a apporté tellement d'émotions. Parce que j'étais en colère contre la famille de Tom. J'étais en empathie avec Evelyn. J'avais envie un peu de la secouer, mais surtout de coller des tartes à tous les gros cons là, de chez Tom. Et puis avec elle, j'avais tellement envie d'apprendre qui c'était ce pan, comment il fonctionne. Il y a toute une mythologie qui est créée, je trouve, autour d'eux, même si ça reste light. Hein. C'est un livre qui est complètement accessible à des gens qui ne sont pas des gros consommateurs de fantasy. On va dire l'élément fantasy, c'est Pan. Et Pan, du coup, il ne répond pas à nos règles. Pour moi, c'est pas un roman fantastique, on est vraiment sur de la fantasy parce que on est sur une créature qui interagit avec Evelyn, avec peut-être d'autres personnes aussi, et qui a toute une mythologie qui est construite autour de lui. On n'est pas sur un phénomène de hantise dans un manoir où les gens se demandent s'ils sont pas un petit peu tarés ou s'ils n'ont pas trop picolé, des trucs comme ça. On est vraiment sur... pour moi, on est sur de la fantaisie. On est sur de la low fantasy, sans doute. Peut-être aussi urban fantasy, mais de la rando fantasy. Mais c'est... Ouais, ça me fait vachement réfléchir, en fait, sur le rapport à la nature, sur les notions de deuil. Parce que, alors oui, je pense que ça peut être quelque chose... Le deuil, il est pas mal abordé dans le bouquin. Et je pense que c'est à double tranchant. Si vous passez par une période de deuil, je pense que ça peut autant vous faire de bien, autant vous faire du bien, vous apporter des choses, que ça peut peut-être aussi vous faire revivre certaines choses. Donc, soyez prévenus qu'il y a une partie assez importante du livre qui va être consacrée au deuil et comment on le gère. Chacun différemment, évidemment. Il n'y a pas de bonne manière. Il n'y a pas de bonne manière, ça c'est clair. Mais ouais, je l'ai trouvé un petit peu dur par moments. Donc je suis passée par plein d'émotions. Et c'est assez étonnant parce qu'au final, c'est des lectures qui sont assez contrastées. C'est une lecture qui est contrastée par rapport à Nous regrettons la mort. Ou dans Nous regrettons la mort, si vous voulez, j'avais pas une telle adhésion en termes d'émotion au récit. Alors que là, c'est beaucoup moins fouillé, on va dire, en termes d'univers, en termes de construction de fantasy, etc. C'est très character-driven. La construction du personnage d'Evelyn est absolument... elle est sublime. Elle est sublime. Puis il y a une histoire de boucle. Tout le monde n'est pas fan de ça, mais c'est une histoire de boucle. Un petit peu comme Alina Starkov, des Grisha de Liber Hugo. Elle part d'une petite vie ordinaire, elle vit tout un tas de choses, et elle revient à sa petite vie ordinaire. Donc c'est un petit peu, on est un peu là-dedans. Et au final, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça fait quelque chose d'accessible en fait, vous voyez. Et donc c'est deux lectures qui sont très différentes. Mais je les ai kiffées toutes les deux. Et je pense que c'est deux lectures ce sont deux livres que je relirai, certainement. Peut-être pas tout de suite. Peut-être que Nous regrettons la mort, je lirai plus rapidement. Je l'ai trouvé un peu bavard parfois. Je me suis pas forcément ennuyée, mais
Il y a beaucoup de descriptions de paysages, c'est logique. On est un peu dans un côté rando, sac à dos, survie. Donc évidemment, il y a beaucoup de descriptions de voyages, voyage à pied, tout ça. Hein. Et enfin de campement de survie. On va tuer un lapin et faire un feu, etc. Il y a beaucoup les pensées, les émotions, les questionnements d'Evelyne qui tournent beaucoup en rond dans sa tête, qui va dans une direction, puis elle va dans une autre. Elle est très indécise ou alors en fait, elle n'est pas assez affirmée. Je pense que c'est ça. C'est vraiment des questionnements sur l'affirmation de son identité. De dire je suis comme ça, ou je fais comme ça, ou je choisis de faire ça. Elle n'est pas affirmée, Evelyne. Ça me dérange pas, moi. Hein. Je pense pas que ce soit un personnage qui soit faible ou quoi que ce soit. J'ai vraiment aimé. Donc, merci beaucoup aux éditions ActuSF. C'était une box d'un Noël peut-être de 2022, un truc comme ça. Oui, ça doit être ça. Et j'avais flashé sur ce que c'est quand même un très bel objet livre. En fait, c'est un bouquin sur comment on grandit, comment on affirme son identité, comment on lâche prise. Ouais, c'était ça. Donc une très belle découverte aussi, tout comme le premier livre, donc Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazelle aux éditions Les Trois Nornes. Première lecture que je fais chez eux, dans cette maison d'édition-là. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée, je pense que la vidéo elle est très longue. Donc comme je vous l'ai dit, quand j'aurai lu Le Chant d'Achille, je ferai une vidéo je découvre, où je parlerai des 3 livres de Madeline Miller que j'aurai lus, à savoir Circé, Galatea et Le Chant d'Achille. Sachant que Galatea c'est une nouvelle. Je vous souhaite un très bon mercredi. À tout bientôt. Rêvez tout grand et lisez tout plein. Salut.